Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis extrêmement honoré d'être ici ce soir avec vous, d'autant que, très sincèrement, je suis extrêmement admiratif du projet intellectuel, académique et donc politique de l'Institut des études avancées de Nantes. Donc, à votre invitation, ce que je vous propose, c'est de vous parler un tout petit peu de la question qui est dans le titre, construire un monde en commun, point d'interrogation, les communs comme projet politique. En introduction, je vais rappeler brièvement ce à quoi pense un économiste normalement constitué lorsqu'on lui parle de commun. Donc les commons, en anglais, les common goods. Donc en principe, il pense immédiatement à Elinor Ostrom et à Paul-André Samuelson. Alors Samuelson est un grand économiste de l'immédiate après-guerre américain, qui est probablement celui qui a vendu le plus grand nombre d'exemplaires des manuels de micro et de macroéconomie dans les années 40 et 50. Et c'est lui qui a institué cette vision partagée par beaucoup d'économistes aujourd'hui, qui est le monde social se partitionne en deux grandes catégories de biens. Les biens privés d'un côté, qui relèveraient de la sphère marchande, et les biens publics de l'autre côté, qui relèveraient uniquement d'une gestion bureaucratique dévolue à l'État. Alors, quelles sont les caractéristiques auxquelles pensent les économistes ? Normalement, ils vous diront un bien privé est un bien dont la consommation est rivale et exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rival, ça veut dire que si je mange, je vais dire les choses triviales, si je mange une part de pizza, vous ne pouvez pas manger 7 parts de pizza. Donc la consommation est rivale. Ça va, vous m'entendez ? Voilà. Et exclusive, ça veut dire que vous pouvez contrôler l'accès aux biens. Donc, vous pouvez, par exemple, faire payer le prix de la pizza si quelqu'un veut manger une pizza. Alors, par contraste, un bien public, c'est un bien qui est non rival, non exclusif. Non rival, ça veut dire que le fait que vous le consommiez ne prive personne de ce bien et vous ne pouvez, ou c'est très difficile, d'en contrôler l'accès. Alors, l'exemple typique, c'est par exemple les rayons du soleil. Le fait que vous bronziez sur le bord de la Loire n'empêche personne de bronzer au même soleil. Et c'est difficile de mettre des gendarmes tous les 10 mètres pour vous faire payer le droit de bronzer sur le bord de la Loire. Donc ça, c'est un bien public. En tout cas, c'est ça, disons, qui occupe l'imaginaire des économistes. Le monde se ramènerait à des biens privés et des biens publics. De manière intéressante, cette partition-là, qui est évidemment très faible conceptuellement, est en train de s'effondrer aujourd'hui, puisque la plupart des économistes, on pourrait dire mainstream dans le français contemporain, ne parle quasiment plus de biens publics. Les biens publics ont disparu de la discussion des économistes. Il n'y a plus que des biens privés dans ce monde. Et ce n'est pas du tout un hasard, j'y reviendrai. Alors évidemment, cette partition-là doit être déconstruite. Et une première étape, c'est le travail qui a été accompli par Elinor Ostrom, une économiste nord-américaine de Chicago, qui a au moins introduit l'idée qu'il y a deux autres catégories de biens qui ont été oubliées par Samuelson, les biens dits communs et les biens club ou les biens du type tribal, on pourrait dire. Les biens communs sont des biens dont la consommation est rivale, mais l'accès est non exclusif. Alors, typiquement, c'est un étang. Imaginez une tribu en Guinée forestière, je reviendrai sur cet exemple, qui se nourrit de la pêche dans l'étang. Si quelqu'un pêche de ce poisson, eh bien, vous ne pourrez pas pêcher ce poisson et le consommer. Mais vous ne pouvez pas mettre des gardes forestiers tous les 10 mètres le long de l'étang pour empêcher la population d'aller braconner la nuit. Et là où il y a un vrai enjeu, disons, politique, de survie aussi de la population. Si vous braconnez la nuit et que vous brisez les chaînes trophiques de reproduction des poissons, eh bien, l'année suivante, il n'y aura plus de poissons. Et donc, la tribu n'aura rien à manger. Ce qui est un vrai sujet, je peux en témoigner, en Guinée forestière, où on ne peut pas faire d'élevage, parce qu'on est dans la forêt, du côté de Nzélé-Kolé, donc pas très loin de la frontière avec le Sierra Leone et le Libéria, à l'endroit justement où Ebola est réapparu en 2014. Les paysans ne peuvent pas faire d'élevage et donc ils ont un manque d'apport en protéines qui est chronique. Et donc la question des poissons dans les étangs est absolument essentielle pour la survie de cette population. Donc ça, c'est un bien commun dans la, disons, taxonomie des économistes néoclassiques, parce que sa consommation est rivale et en revanche son accès n'est pas exclusif. Et puis vous avez le dual de ceci, le symétrique inverse, c'est-à-dire les biens clubs dont la consommation n'est pas rivale mais dont l'accès peut être régulé. Et là typiquement vous pouvez penser à un club d'échecs. Une fois que vous avez payé votre cotisation, ça c'est le caractère exclusif, donc il y a un droit d'entrée. Une fois que vous avez payé le droit d'entrée, le fait que vous jouiez aux échecs ne prive personne, au contraire, ça fait un joueur de plus et un partenaire de plus pour les autres.
Évidemment, vous pouvez penser à Internet, vous pouvez penser au téléphone portable. Donc si je suis seul au monde à avoir un téléphone, ça ne sert à rien parce que je ne peux appeler personne, personne ne peut m'appeler. En revanche, si nous sommes 7 milliards à avoir un téléphone, alors le téléphone devient utile. Donc c'est typiquement un bien à effet club. Ça va? Vous voyez un peu la partition des 4 biens. Alors cette partition elle-même, à mon sens, demande à être déconstruite, et je vais le faire dans 3 minutes. Mais disons que l'économiste d'aujourd'hui pense que la pointe avancée, disons, de la réflexion sur comment se représenter l'espace social, en principe, vous dira, ben voilà, il y a 4 catégories de biens. Les biens privés, les biens publics, les biens communs et les biens clubs. Voilà. Alors, c'est à partir de cette catégorisation-là, et en la relativisant immédiatement, que je voudrais nous inviter à réfléchir un tout petit peu ce soir sur la question de savoir s'il est possible aujourd'hui de construire un projet politique autour de la catégorie des communs. En disant ceci, je voudrais... Alors, donc, le premier point qu'il faut souligner, c'est la grande conclusion du travail d'Elinor Ostrom. Donc, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009 et qui est décédée en 2011, a étudié des cas empiriques concrets de populations qui ont imaginé des institutions qui leur ont permis de préserver et de développer des communs. Alors, typiquement, donc, la question de la faune halieutique dans les étangs, qui est un problème récurrent, la question de la forêt aussi, la question de l'irrigation, et ceci aux 4 coins de la planète. Donc il y a des études empiriques de cas, disons de type un peu ethnographique, réalisées par les équipes d'Elinor Ostrom, aussi bien au Zimbabwe qu'en Suisse, au Canada et en Afrique du Sud. Et du coup, à partir de ce matériau assez riche, évidemment probablement très pauvre au regard d'un anthropologue, mais assez riche pour les économistes, Elinor Ostrom et ses équipes ont dressé une typologie des règles institutionnelles dont l'expérience montre qu'elles permettent, en général, de conserver les communs. Alors, exemple de communs, ou en tout cas de ressources dont on pourrait décider collectivement que c'est un commun et pour lesquelles on est complètement démuni aujourd'hui, c'est la faune halieutique, pas dans les étangs, mais dans les océans. Donc vous savez que si nous continuons la pêche en eau profonde telle que nous la pratiquons aujourd'hui de manière industrielle, donc nous brisons déjà actuellement les chaînes trophiques de reproduction des poissons, les océanologues sont assez clairs, nous n'aurons plus de poissons comestibles dans les océans de la planète entre 2040 et 2050. Donc cette question n'est pas juste un, entre guillemets, petit problème local pour les tribus de la forêt profonde de Guinée, encore que ce soit un problème majeur, mais c'est un enjeu pour l'ensemble de la planète. Et alors au passage, ça ne veut pas dire que nos océans seront vides en 2050, ça veut dire qu'ils seront peuplés de méduses, puisque au fur et à mesure que les poissons disparaissent, les méduses les remplacent. Donc une autre manière de formuler la question que je nous pose ce soir, c'est voulons-nous vivre dans une planète dont les océans seront peuplés de méduses en 2050 ? C'est une autre manière de poser la même question. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que vous ne pouvez pas traiter les poissons de nos océans comme un pur bien privé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais ça détruit la ressource. Parce que chaque pêcheur n'a aucun intérêt à prendre en compte l'effet qu'il exerce sur la totalité de la faune en brisant la chaîne trophique. Lui, disons à court terme et de manière assez myope, il essaye de tirer le maximum de poissons pour les couler sur les marchés. Bon. Et donc la question, c'est qui peut prendre soin des conditions de reproduction de la faune halieutique ? Les États sont dépourvus. Ils sont absolument incapables de mettre des garde-côtes partout pour protéger les poissons. Et donc, d'une certaine manière, il faut inventer une institution internationale qui puisse porter le souci de la reproduction des poissons et de leur préservation. Et aujourd'hui, on est bien en peine de trouver cette institution. Voilà. Ce qui dit quelque chose, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Alain, d'une certaine faillite, en tout cas, des institutions onusiennes, qui en tout cas ne peuvent pas porter ce sujet-là. On a bien du côté de la santé, et on l'a vu à propos d'Ebola, une institution comme l'OMS, qui joue son rôle plus ou moins bien, mais enfin qui est là. On n'a pas l'équivalent du côté des poissons. Donc c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, qui vous montre que ce sont des sujets que la crise climatique et écologique rend particulièrement d'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors, l'apport, à mon avis, du travail d'Elinor Ostrom, c'est d'avoir mis l'accent sur le fait que ce qui compte, au fond, ce sont les institutions que nous mettons en place ou que nous ne mettons pas en place pour préserver la ressource. Et ça oblige les économistes à déplacer leur regard de la ressource vers les institutions et les conditions d'élaboration de ces institutions et la manière dont elles sont mises en œuvre au quotidien par les populations.
Et donc ça oblige les économistes à sortir de l'autisme dans lequel ils sont enfermés depuis quelques décennies et à se mettre à dialoguer avec des juristes, des anthropologues, des sociologues, des historiens. Voilà. Raison pour laquelle je pousse beaucoup pour que l'Agence française de développement travaille sur les communs. Alors, ça, en gros, de mon point de vue, c'est l'apport essentiel, évidemment résumé de manière très lapidaire du travail d'Elinor Ostrom, avec un point qui mérite d'être souligné, c'est Elinor montre que dans la plupart des institutions qui ont réussi à préserver des ressources communes avec succès, la question de la gestion des conflits est centrale. Donc, dans toutes ces institutions, on explicite le fait qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir un conflit au sein de la communauté sur la manière dont on va mettre en œuvre les règles. Et donc, on institue à l'avance des méta-règles qui vont gérer le conflit. Donc, qui vont gérer le conflit herméneutique d'interprétation des règles de premier niveau. Typiquement, dans le cas de la pisciculture en Guinée-Conakry, que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, donc dans la forêt, on a mis en place ce type de règles-là. C'est les tribus elles-mêmes, hein. C'est pas l'Agence française de développement. Et donc, à l'avance, a été institué quelqu'un qui est le sage local, qui est la personne ressource, qui ne gère absolument pas les poissons en temps quotidien, mais qui, si jamais il y avait un conflit, notamment entre les femmes qui sont supposées vendre les poissons sur le marché et les hommes qui sont supposés retirer le poisson de l'étang, ce qui est un geste absolument central pour la gestion de ces poissons, puisque c'est une zone où il n'y a pas d'électricité. Donc, une fois que le poisson est sorti de l'étang, il faut le vendre dans les 24 heures. Vous ne pouvez pas le mettre au réfrigérateur. Et donc, vous voyez bien que la décision de sortir le poisson de l'étang est un geste lourd, donc, qui suppose une négociation, un compromis entre les hommes qui cultivent le poisson et les femmes qui le vendent. Bon. En cas de conflit, alors, les hommes ne sont pas d'accord ou les femmes ne sont pas d'accord sur la quantité de poissons qu'on va sortir aujourd'hui, et la plupart de ces poissons sont des tilapias, on a recours au sage, qui est celui qui va arbitrer le conflit, qui est l'instance ultime, qui prendra une décision, quelle qu'elle soit, pour trancher le conflit d'interprétation entre femmes et hommes, dans ce cas-là, sur la manière dont on met en œuvre les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord par ailleurs. Vous voyez ? Ça, c'est central. Et d'une certaine manière, on pourrait relire l'échec de la construction européenne aujourd'hui comme un des aspects, c'est on a oublié de se demander comment on gère un conflit, par exemple le conflit d'interprétation des règles aujourd'hui entre l'Allemagne et la Grèce. Aujourd'hui, comment fait-on, par exemple, pour sortir de la zone euro ? C'est pas clair. En tout cas, juridiquement, c'est pas clair, me semble-t-il. Peut-être que précisément parce que une partie du projet européen aujourd'hui a été détournée pour en faire un projet de privatisation absolue de l'espace social en Europe. Je vais y revenir. Une fois qu'on a dit ceci, il y a un ouvrage central, à mon avis, qui mérite d'être regardé, qui est l'ouvrage commun, c'est le titre, de Pierre Dardot et Christian Laval, qui sont respectivement un philosophe et un sociologue français, qui ont fait une étude que je trouve très intéressante du concept de commun, à la fois du point de vue d'un philosophe et du point de vue d'un sociologue. Le point que je retire de ce travail-là, c'est l'idée, à mon avis, très profonde, qui est, en réalité, dans l'institution d'un bien comme commun, il y a une décision politique de la part d'une communauté qui s'auto-institue dans le geste même où elle décide d'élire un bien, une ressource comme commun. Dit autrement, et contrairement à ce que pensent la plupart des économistes, un bien n'est pas intrinsèquement commun, privé, public ou un bien club. Il n'y a pas une ontologie du bien commun, du bien privé. Ça, c'est un naturalisme implicite dans lequel beaucoup d'économistes s'enferment tout de suite et du coup entrent dans des débats infinis sur la question de savoir existe-t-il des biens publics purs ou des biens privés purs. Alors, je prends un exemple, l'autoroute. Est-ce que c'est un bien purement public ? Est-ce que c'est un bien purement privé ? Si vous y réfléchissez 15 secondes, vous voyez que ça n'est ni l'un ni l'autre. Parce que s'il y a de la congestion sur l'autoroute, la consommation devient rivale. Ça ne peut pas être un bien purement public. En même temps, est-ce que c'est un bien purement privé ? C'est une question aussi. Vous voyez ? Même chose pour une piscine, etc. Voilà. Et donc, au fond, si vous creusez un tout petit peu la notion, en réalité, il n'existe pas de bien purement public, il n'existe pas de bien purement privé, etc. Donc, en réalité, la nature ne nous dit pas ce que c'est qu'un bien. C'est nous qui décidons d'organiser des institutions qui vont gérer tel bien comme un bien privé ou un bien public. Et d'ailleurs, il y a toute une série de biens qui, dans l'histoire, ont été tantôt privés, tantôt publics. Prenons l'exemple de l'éducation. Jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, l'éducation est essentiellement un bien privé en Europe. Et puis, l'État advenant à ses propres responsabilités, sous l'influence notamment d'un transfert du travail de l'Église vers l'État, c'est devenu un bien partiellement public. Et puis aujourd'hui, on assiste peut-être à un transfert dans l'autre sens. L'éducation est en train de redevenir en partie au moins un bien privé. Un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Dardot et Laval,
c'est le rôle de l'État. Dardot et Laval viennent, disons, d'une tradition qui est plutôt trotskiste, et donc règlent leur compte avec l'État au passage, et d'une certaine manière entendent formuler un projet politique dans lequel on liquiderait l'État et où les communs seraient la société civile, en gros les ONG, pour faire dire les choses de manière un peu caricaturale. Les ONG seraient l'acteur essentiel de la vie politique. Alors, la proposition que je fais, moi, elle est un tout petit peu différente. Il faut certainement repenser la position de l'État et ne certainement pas l'enfermer dans la gestion des biens publics d'un côté et la police pour le respect des contrats privés de l'autre, ce que la vision néolibérale voudrait nous faire admettre, mais on pourrait penser l'État comme l'institution qui a en charge la création des conditions de possibilité d'émergence des communs dans la société civile. Et une déclinaison très concrète de ceci, c'est, vous savez très bien que s'il n'y a plus de subventions pour aider les ONG et les associations à vivre, il n'y a plus d'ONG et d'associations, tout simplement. Ce qui est une réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. Voilà. D'une certaine manière, la proposition que je fais là s'oppose, disons, au projet néolibéral. Je peux dire en 2 mots une manière de comprendre ce que c'est que le projet néolibéral, parce que vous savez qu'il y a une certaine littérature pour dire, je pense par exemple à Serge Audier, qui fait des ouvrages savants et volumineux, pour expliquer qu'au fond, le néolibéralisme, ça n'existe pas. C'est une espèce de nébuleuse avec, disons, des conceptions très variées. Et il a raison, évidemment, il n'y a pas une vision monolithique. Mais moi, je crois qu'on peut avoir comme grille de lecture qu'il y a un projet plus ou moins pensé, depuis les années 30 au moins, de privatisation de l'espace social. Probablement qu'il a des racines antérieures, puisque la grande thèse de Karl Polanyi dans La Grande Transformation, c'est la tentative de privatisation d'un certain nombre de biens essentiels à laquelle on assiste à la fin du XIXe siècle en Europe. C'est ça qui a conduit à la réaction fasciste et nazie. Quels sont les biens essentiels d'après Polanyi? C'est la terre, les ressources naturelles, le travail et la monnaie. Et donc la grande thèse de Polanyi, économiste hongrois des années 30, c'est une société qui tente de privatiser la terre, donc les ressources naturelles, le travail et la monnaie, est une société qui va vers l'implosion, la dissolution du lien social, et qui donc s'expose à des retours de bâton politiques extrêmement violents. Et disons, le totalitarisme est une réponse à ça. Voilà. Cette lecture-là peut nous suggérer, en tout cas, qu'aujourd'hui, nous sommes embarqués sur une trajectoire très analogue, où un certain néolibéralisme contemporain voudrait nous faire croire qu'il est possible de construire une société sur la privatisation totale de l'ensemble de ses ressources, matérielles et immatérielles, et que la dissolution du lien social que ceci produit amène à des réactions, entre guillemets, populistes, qui sont au fond des manières pour le corps social de se sauver, de sortir de cette dissolution. Juste un mot là-dessus. Le néolibéralisme, d'une certaine manière, est l'habillage philosophique d'un certain nombre de doctrines qu'on enseigne en économie, que j'ai enseignées, qui s'enseignent dans la quasi-totalité des universités, des grandes écoles, des business schools, un peu partout, et qui sont en fait le premier chapitre introductif d'une théorie néoclassique qui est beaucoup plus riche que ce qu'en retiennent les néolibéraux. Donc je prends 5 minutes pour expliquer ceci. La plupart des néolibéraux adhèrent plus ou moins naïvement à l'idée que les marchés allouent de manière efficace les ressources rares, et en particulier le capital et le risque pour les marchés financiers. C'est la fameuse thèse de la main invisible attribuée à Adam Smith, penseur écossais de la fin du XVIIIe, qui a écrit donc La richesse des nations, dans laquelle il y a un paragraphe qui est cité par tous ces économistes sur le fait que c'est la confrontation sur un marché libre des intérêts antagonistes individuels des uns et des autres qui fait advenir quelque chose qu'on réinterprète aujourd'hui comme l'optimum social, donc le bien de tous. En réalité, si vous lisez de près Adam Smith, l'interprétation classique qu'on en donne est complètement tordue par rapport à la visée initiale de ce moraliste écossais, mais peu importe. Toujours est-il que cette vision-là n'est même pas cohérente avec ce qu'enseigne l'économie néoclassique. Donc l'économie néoclassique, c'est un corpus théorique bien précis que maîtrisent surtout des mathématiciens, parce qu'il y a des maths un peu sophistiquées derrière. Et donc un Français fin des années 40, c'est Gérard Debreu, un mathématicien français qui aura le prix Nobel. Cette première étape-là culmine avec la démonstration d'un résultat qu'on appelle le premier théorème du bien-être, qui vous dit, sous certaines conditions, un marché parfaitement décentralisé et prétendument libre alloue de manière efficace les ressources rares.
Et même quelqu'un comme Debreu, qui n'était pas du tout dupe des sortilèges des mathématiques, a donné une interview au journal Le Figaro pour dire un jour « J'ai démontré que le libéralisme avait raison ». Ce qui est, à mon avis, une faute d'interprétation majeure, mais voilà. Ce théorème, en réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des conditions pour qu'il y ait une allocation optimale des ressources sur un marché décentralisé, mais ces conditions ne sont jamais réalisées dans la vraie vie. Ces conditions, quelles sont-elles? Premièrement, il faut qu'il n'y ait aucune externalité. L'externalité, c'est le fait que j'écoute de la musique très fort dans ma chambre, n'a d'influence sur personne, ça ne gêne personne. L'externalité majeure qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment la question écologique, le climat. Donc si quelqu'un pollue en prenant l'avion, il exerce une externalité sur tout le monde, la totalité de la planète. Donc aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre que quelque geste économique que ce soit puisse être posé sans qu'il y ait des externalités. Or, le résultat de Debreu, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'externalité. Deuxièmement, il faut qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des rendements croissants. Les rendements croissants, c'est l'idée que si vous produisez, par exemple, vous êtes un fabricant de voitures, vous produisez des voitures, la millième voiture vous coûte moins cher à produire que la première. Ce qui est une évidence, parce que la première, il faut construire une usine, des infrastructures, des machines. Une fois que vous avez construit la première voiture, en fait, la millième vous coûte simplement le fonctionnement de l'usine et éventuellement l'amortissement, mais beaucoup moins cher que la première. Donc les rendements sont croissants. La quasi-totalité des secteurs industriels sur cette planète ont des rendements croissants, et probablement que sans rendement croissant, nous n'aurions pas d'industrie du tout. Voilà. Pour que le premier théorème du bien-être, qui prétendument démontre la vérité du libéralisme, soit vrai, il faut qu'il n'y ait jamais de rendement croissant. Troisièmement, il faut que vous ayez des marchés qu'on dit complets. Qu'est-ce que c'est qu'un marché complet? C'est un marché dans lequel tout le monde peut s'assurer contre n'importe quel type de risque. Donc, par exemple, vous devez pouvoir vous assurer contre le risque météo, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, contre n'importe quel type de risque. Le risque que Marine Le Pen soit élue en mois de mai, il faudrait qu'il y ait des actifs financiers qui vous dédommagent en cas d'élection de Marine Le Pen, etc. Il est évident que les marchés financiers ne sont pas complets, ne seront jamais complets. Voilà. Et donc, en fait, ce théorème de la fin des années 40, début des années 50, en réalité démontre que les marchés n'allouent jamais les ressources rares de manière efficace. Mais il a été interprété dans l'autre sens, comme une preuve, une démonstration du fait que les marchés sont efficaces. Alors, il y a eu une démonstration dans les années 80, 1986, par deux chercheurs grecs, ce qui n'est pas la moindre des ironies, deux chercheurs grecs qui travaillaient l'un à Yale, l'autre à Columbia, qui s'appellent Heraklis Polemarchakis et John Giannakopoulos, qui ont démontré, même plus que ce que je suis en train de dire, c'est que les marchés sont presque toujours très très inefficaces. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail technique, je pourrais vous expliquer ça si vous voulez, mais voilà. Ils n'ont jamais réussi à publier leur article dans une revue académique, parce que c'était trop sulfureux. Donc ils l'ont publié sous la forme d'une contribution à un ouvrage, mais c'est un article évidemment qui est repris maintenant par tous ceux qui ont les moyens de le comprendre, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la plupart des idéologues qui enseignent l'économie dans les business schools et les universités, qui ne connaissent pas par exemple l'article de 86 de Giannakopoulos et Polemarchakis. Cet article-là, donc, il dit dès que les marchés sont incomplets, eh bien, ils sont très très inefficaces. Cet article-là laissait une question ouverte qui est mais si on diminue l'incomplétude des marchés, autrement dit, si on crée des nouveaux actifs financiers, ce qui est l'activité aujourd'hui des banques d'investissement, qui permettent de se prémunir contre un risque face auquel on n'était pas assuré précédemment, est-ce que ceci diminue l'inefficacité des marchés? Si la réponse devait être positive, alors vous auriez une justification de l'utilité sociale des traders sur les marchés financiers et de tout ce qu'on appelle les originateurs, dans ce français épouvantable, c'est-à-dire ceux qui créent des nouveaux actifs financiers. Par exemple, les crédits subprime qui ont explosé en 2007. Bon, j'ai moi-même été dans une autre vie ingénieur quantitatif et conseiller scientifique pour des banques, et donc j'ai assisté à la création de ces monstres qu'on appelle des actifs dérivés sur les crédits subprime, donc sur les créances sur les ménages pauvres américains de Cleveland et d'ailleurs, qui ont toutes explosé en 2007. Alors, la question c'est, est-ce que ce type d'invention-là a une utilité sociale? Et si on pouvait démontrer qu'en réduisant l'incomplétude des marchés, elle diminue leur inefficacité, bon, ça ne légitimerait toujours pas qu'on utilise les marchés financiers, mais au moins on pourrait se dire ces gens-là nous aident à limiter la casse. Et la réponse est venue en 1995, et la réponse est non. Il y a des situations dans lesquelles l'innovation financière empire la situation. Bon, donc je n'ai aucune démonstration aujourd'hui technique
à l'intérieur du cœur de l'économie orthodoxe néoclassique, de l'utilité sociale des marchés financiers, de la capacité d'un marché à allouer de manière efficace des ressources. Donc au fond, même l'économie la plus orthodoxe, en réalité, est un plaidoyer extraordinaire pour qu'on abandonne l'imaginaire néolibéral, mais évidemment, elle est mal connue. Donc au fond, ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce et dans les universités, c'est en réalité, disons, le chapitre introductif d'une théorie qu'on devrait enseigner jusqu'au bout et qui devrait vacciner définitivement tous nos étudiants de ce type d'idéologie. Malheureusement, on ne le fait pas. Alors, ayant dit tout ceci, je voudrais donner ma position un petit peu sur, répondre un peu à la question posée initialement, et donner un petit peu quelques propositions de soubassement dogmatique au sens de Pierre Legendre et d'Alain, sur cette proposition de construire un monde en commun comme projet politique alternatif à la folie du projet néolibéral de privatisation de la totalité de la sphère sociale. Alors, du coup, pour ça, il faut que je définisse un tout petit peu ce que signifie public-privé pour moi. Disons, et public, à mon sens, où je propose d'appeler public un acte qui prétend s'imposer à tous en l'absence de conflit d'interprétation. Et peut-être, c'est une hypothèse que je soumets à des juristes qui sont plus compétents que moi, peut-être qu'au fond, ce que certains ont appelé la tristesse du droit romain, et ensuite sa réinterprétation par les canonistes après le moment grégorien, c'est d'avoir voulu être un droit qui s'exempte de l'acte d'interprétation, enfin d'un espace d'interprétation ouvert dans la manière dont il est mis en œuvre. Donc serait public tout acte qui prétendrait s'imposer à tous. Il y a une visée universelle dans la publicité qui prétendrait s'imposer à tous sans passer par un conflit d'interprétation ou en étant immunisé contre tout conflit d'interprétation. Serait privé un acte qui ne prétend s'imposer à personne sauf à chaque individu, mais à titre purement individuel, et où là, évidemment, il n'y a plus de conflit d'interprétation, puisqu'on est dans l'isolement total de la monade leibnizienne, ce qui est une autre manière d'évacuer la question du conflit d'interprétation. Serait commun ce qui est proposé à tous, il y a bien une visée universelle, mais exposé au conflit d'interprétation et exige donc la construction d'institutions qui gèrent le conflit. Au sens où, par exemple, Claude Lefort a caractérisé la démocratie comme l'institutionnalisation du conflit. Et puis, serait un bien club, ou un bien en réseau, ou un bien tribal, un bien qui est destiné à tous, un bien ou un acte qui est destiné à tous les membres de cette tribu, sans conflit d'interprétation à l'intérieur de la tribu. Donc il n'y a pas la visée universaliste du bien public. Alors, si on a cette redéfinition-là, je crois qu'on peut revisiter toute une série de grandes questions qui se posent à nous, au moins depuis le XVIIIe siècle. D'une certaine manière, je vais forcément très très vite, vous me pardonnerez, donc on pourra revoir les détails tout à l'heure. On pourrait relire l'un des actes fondateurs de la modernité, et en particulier Immanuel Kant, au XVIIIe, comme quelqu'un qui, même si ce n'est pas ce vocabulaire-là qu'il utilise, essaie de penser quelque chose de cet ordre-là. Je vais très vite, mais on pourrait relire la première, la deuxième et la troisième critique de Kant, donc la critique de la raison pure, comme une tentative de penser un jugement synthétique a priori, donc un jugement public qui s'impose à tous, sans espace interprétatif ouvert. Et en réalité, les strates d'interprétation de Kant qui sont accumulées jusqu'à aujourd'hui, en passant par Heidegger notamment, montrent que c'est un échec en réalité, puisque le schématisme dans la critique de la raison pure renvoie à quelque chose de l'ordre de la sensibilité de chaque personne, donc est absolument singulière et qui perd l'universalité visée par Kant. Deuxième critique, la critique de la raison pratique, elle renvoie au devoir qui naît de la conscience de chacun, pour Kant, et donc qui renvoie elle aussi, ou lui aussi, le devoir, à une singularité qui est la personne, qui éprouve, et c'est dans sa sensibilité pour Kant, quelque chose de l'ordre du devoir. Et au fond, la pointe, à mon avis, de l'entreprise critique de Kant, c'est la troisième critique, des critiques der Urteilskraft en allemand, la critique de la faculté de juger, qui est ordonnée autour de ce concept, enfin de cette notion magnifique, d'un universel sans concept. C'est ça le jugement esthétique. C'est un universel, et donc vous retrouvez la visée universaliste des communs, mais sans concept au sens pour Kant où ça ne s'impose pas sans qu'il y ait un débat d'interprétation. Le jugement esthétique est ouvert au débat d'interprétation, tout comme l'idée régulatrice chez Kant, qui est ouverte à l'interprétation, à un conflit herméneutique sur la manière dont elle ordonne le matériau historique. Vous voyez ? Et au fond, on pourrait relire à partir du XVIIIe le grand récit de la modernité comme une manière de se bagarrer avec les catégories de Kant, d'hésiter entre le public et le privé,
et au fond d'avoir à choisir aujourd'hui quelque chose qui soit ordonné autour du commun. Et là aussi, je vais très vite, mais si vous pensez à l'Euphor, d'une certaine manière, le projet démocratique, c'est un projet d'organisation d'un lieu de débat où on institutionnalise la possibilité d'un conflit d'interprétation, où on sort de la tentative totalitaire d'imposer un sens sans débat, ça c'est le totalitarisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, et où on sort du projet néolibéral alternatif de privatisation absolue, qui dissout le lien social. Vous voyez ? Une autre manière de dire la même chose, c'est la façon dont l'école de Francfort, avec Adorno et Horkheimer, après la Seconde Guerre mondiale, a essayé de penser ce paradoxe incroyable qui est l'Aufklärung, et disons Kant pour aller très vite, conduit aussi au camp de concentration et au goulag. La rationalité des Lumières, ça conduit aussi au camp de concentration et au goulag. C'est qu'au fond, il y a une ambiguïté fondamentale dans l'acte fondateur, chez Kant en tout cas, qui est Kant ne choisit pas entre un projet ordonné autour du public, c'est sa première critique, et un projet autour du commun, c'est sa troisième critique. Et la modernité hésite constamment entre ces différentes catégories, le projet totalitaire étant l'adoption volontariste d'une organisation de l'espace social autour du public, parce qu'il répond, c'est la thèse de Polanyi, à la tentative folle d'une privatisation de l'espace social, c'est le projet néolibéral. Donc, pour dire encore les choses autrement, nous sommes aujourd'hui de nouveau à la croisée des chemins, où nous sommes pris dans la folie de la tentation néolibérale de la privatisation. Évidemment, il va y avoir des réactions très fortes, très violentes, de retour à une publicisation absolue de l'espace, ça c'est le totalitarisme. Et on voit ça aujourd'hui. Et en fait, il y a une autre voie possible, qui n'est même pas une troisième voie, qui est orthogonale, qui est la tentative d'organisation de l'espace social autour des communs. Vous voyez un peu le projet politique que ça dessine. Alors, ce projet-là est une réponse, au fond, à ce qu'on pourrait appeler la panne eschatologique, c'est-à-dire un diagnostic, à mon avis, qu'on peut poser, qui s'origine autour de ce qui s'est passé dans les années 70-80. Il faudrait en parler longuement, mais là, je ne peux pas, faute de temps. Au fond, la génération, par exemple en France, en Europe de l'Ouest, qui a reconstruit l'Europe de l'Ouest, la France, en 1945, avait un projet historique très clair, c'était ne plus jamais, créer les conditions pour que plus jamais quelque chose comme Auschwitz puisse réapparaître en Europe. Mais vous le savez que c'est un échec. On a eu des camps de concentration dans les années 90 en Europe. On a eu un génocide rwandais en 1994 qui n'aurait pas été possible sans l'aide très efficace de l'armée française et sans les machettes distribuées par la Belgique. Donc, au fond, nous avons renoué malheureusement avec les démons des années 30, déjà. Mais en tout cas, en 1945, la génération qui reconstruit la France veut tout faire pour que ce ne soit plus possible, et puis elle doit reconstruire. La génération qui arrive à l'âge adulte dans les années 70, qui a traversé mes 68 comme adolescente, ne peut plus avoir ce projet-là, puisque c'est fait, en gros, la France est reconstruite. Elle ne peut plus non plus renouer avec les utopies, disons, un peu façon Victor Hugo de la fin du XIXe siècle, à cause précisément de ce que je disais à l'instant, à savoir que l'Aufklärung, la grande mission de l'homme civilisé, ça se heurte au goulag et au camp de concentration allemand, et puis aux désillusions de la colonisation. Et donc après les années 70, on a enfin fait son deuil de cette mission-là, de ce messianisme politique-là, donc on ne peut plus renouer naïvement avec ça. Donc il faut trouver autre chose. Et d'une certaine manière, les Européens de l'Ouest sont orphelins d'un projet politique, d'un grand récit eschatologique qui nous dirait pourquoi nous sommes ensemble, qu'est-ce que nous faisons ensemble, quelle est la visée, et donc quelle est la visée des fins dernières, l'eschaton en grec, qui nous relie entre générations et à l'avenir. C'est à ce moment-là, d'une certaine manière, on pourrait dire, pour utiliser des catégories bibliques, le peuple européen de l'Ouest se trouve exactement dans la même situation que le peuple hébreu, dans la Genèse, qui est libéré du totalitarisme d'Égypte, traverse la mer Rouge à pied sec, ça c'est le miracle de la reconstruction, mais arrivé au désert, ne connaît absolument pas la route pour aller vers la terre promise. Et donc se trouve en panique totale. Donc si vous relisez la Genèse, vous verrez, c'est plein d'humour. Le peuple hébreu finit par dire, mais finalement on était bien en esclavage en Égypte. Il y avait au moins de la viande au fond des chaudrons. Et récrimine et engueule Moïse en disant, mais pourquoi tu nous as emmenés là? Tu voulais nous tuer. Et donc se met à soupçonner qu'il y a une entreprise perverse derrière la libération d'Égypte, portée par Moïse, qui aurait été en fait le cheval de Troie, l'extermination du peuple hébreu.
Vous voyez, c'est ça qu'on entend dans la Genèse, c'est pas moi qui l'invente. Récrimination qui évidemment fait écho à une autre, très ancienne, qui est celle du serpent dans la Genèse, qui dit « Ah, on vous a interdit un arbre, c'est donc bien qu'on veut vous empêcher de vivre. » Vous voyez, donc en fait, derrière ça, il y a, dans le récit biblique, l'idée qu'il y a un enjeu très très fort spirituel à accepter ou non que la limite me donne la vie. Qu'il y ait une limite, et c'est là l'enjeu spirituel premier, est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction? Si je crois que c'est une bénédiction, ça veut dire que je pense que la limite est perverse, elle veut m'empêcher de vivre, et ce qui me permettrait de vivre, c'est ce qu'il y a juste de l'autre côté de la barrière. Voilà. Les trois limites fondamentales étant celles que d'ailleurs Alain décrit très bien dans Homo Juridicus. Mon origine énigmatique, sur laquelle je suis toujours tenté de mettre la main. Donc ça, c'est une première limite. Je ne sais pas d'où je viens fondamentalement, en réalité. Évidemment, j'ai 2 parents, 2 géniteurs, mais ça ne suffit pas à me dire mon origine. Deuxièmement, l'altérité, la différenciation sexuée, notamment. Puis troisièmement, la mort. Alors, est-ce que je crois que ma mort certaine, même si l'heure n'est pas certaine, est-ce que c'est une bénédiction pour moi? Vous voyez? Donc il y a cet enjeu-là que le récit biblique dit de manière très très forte, avec évidemment l'interdit d'un arbre. Tous les arbres sont autorisés sauf un, ce qui nous rappelle, pour les petits garçons, toutes les femmes sont autorisées sauf ta maman, ou pour les petites filles, tous les hommes sont autorisés sauf ton papa, voilà, sauf un. Et donc comment est-ce que je me positionne par rapport à cette limite? Vous voyez? Et le serpent, évidemment, exactement comme le peuple hébreu dans le désert, vient dire « Ah, mais en fait, cette limite, elle est perverse, elle est pour t'empêcher de vivre. » J'ouvre une parenthèse là-dessus parce que c'est décisif, à mon sens, dans la lecture qu'on peut faire aujourd'hui de la Bible. En réalité, si vous lisez de près le texte, donc je l'ai ici pour ceux qui... Dieu, Yahvé, le Seigneur, dans ce texte de la Genèse, ne dit pas pourquoi c'est interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un vide, il y a un espace vide sur le pourquoi. Il dit sinon tu mourras, mais pourquoi? On ne sait pas. Le serpent vient proposer une interprétation, évidemment perverse, il vient combler ce vide et prétend que ce vide est définitif. Et il engage en fait Adam et Ève dans le récit biblique dans un procès d'interprétation de ce vide. Je referme cette parenthèse, j'y reviendrai dans un instant. Je reviens juste à la position du peuple hébreu dans le livre d'Exode, qui est au milieu du désert, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Vous avez Moïse qui va parler sur le mont Sinaï avec le bon Dieu, qui emmène à Aaron, donc il est plus visible. Donc le peuple hébreu est en bas de la montagne, complètement abandonné, et ça, comme ça m'arrive de dire quelquefois, c'est la mort des grandes figures, Adenauer, le général de Gaulle, ils ne sont plus là. Donc on est paumé, quoi. Vous voyez. Et donc moi je crois qu'il y a eu, même si ça n'a pas été vécu de manière explicite comme ça, j'étais dans le berceau moi à l'époque, mais il y a eu cette espèce de grande angoisse, au fond, collective, de perte d'un projet politique, de perte des figures fondatrices, et d'abandon au milieu du désert, où on ne sait pas où est la route qui conduit à la terre promise. Et, si vous vous en souvenez, en Exode 32, que fait le peuple hébreu terrorisé? Il se construit un veau d'or. Donc il a recours à une espèce de solution magique, c'est la pensée magique. Ce veau d'or va nous sauver et nous indiquer le chemin de la prospérité. Et ce que fera Moïse quand il descend du mont Sinaï, qui constate que le peuple s'est construit un veau d'or, il fait fondre l'or du veau d'or et il oblige le peuple hébreu à boire l'or fondu pour faire l'expérience que l'or ne donne pas la vie. Oui. On devrait faire la même chose aujourd'hui avec des billets verts. On devrait manger des billets verts pour vérifier que le dollar ne donne pas la vie. Vous voyez. Ou bien, ce qui serait plus malin, en fait, des lignes sur un écran d'ordinateur, puisque la monnaie, en fait, comme vous le savez sûrement, ce sont des lignes sur des écrans d'ordinateur, c'est des lignes de code, la monnaie. Hein. Manger des lignes de code pour vérifier que ça ne donne pas la vie. Bon. Alors, donc c'est par rapport à cette panne eschatologique que, au fond, le projet néolibéral, c'est le veau d'or, puisqu'en fait, il n'a aucun contenu scientifique. Sinon, comme je vous le disais, une théorie économique néoclassique qui se contredit elle-même dans l'interprétation classique qui en est donnée, puisqu'elle montre que les marchés ne sont pas efficaces, alors qu'on la mobilise en permanence pour prétendre qu'elle fait la preuve du contraire, etc. Bon. Ça, c'est le veau d'or. Mais ce veau d'or n'a le pouvoir de séduction qu'il a aujourd'hui que si on est dans une déroute assez profonde par rapport au projet politique initial. Alors, je suis maintenant toujours dans l'élucidation d'un certain nombre de soubassements dogmatiques qu'on pourrait donner à ce projet politique, et en particulier biblique. Il y a un point central, à mon avis, qui est un récit qui est très peu commenté dans la littérature, disons, chrétienne, qui est le double récit de l'Ascension.
à la fin du livre de l'évangile de Luc et au début du livre des Actes des Apôtres. Alors, avant de parler de l'ascension, j'ouvre encore une petite parenthèse méthodologique très rapide pour dire que, donc là, je vais vous proposer une interprétation du récit de l'ascension, mais c'est parfaitement légitime parce que la Bible elle-même exige que nous la lisions en l'interprétant. La Bible elle-même fournit les clés de délégitimation radicale de toute lecture fondamentaliste de la Bible. Pourquoi? Exemple, il y a 2 récits de la création dans le livre de la Genèse qui ne concordent pas. Et donc ça oblige bien le lecteur, qui n'est pas absolument stupide, à se dire, mais donc je suis obligé d'interpréter sur ces 2 récits. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles qui ne concordent pas. Alors il y a des tas de tentatives, c'est récurrent, de construction d'un évangile unique. La dernière tentative, c'est celle que vous connaissez, Benoît XVI, le pape, qui écrit Son Jésus, qui est une espèce de construction, de mosaïque des différents visages du Christ dans les évangiles. Voilà. Et forcé de, excusez-moi de dire ça ici, mais forcé de reconnaître que ce n'est pas du tout conforme à la logique littéraire de la bibliothèque qu'est la Bible, qui offre des documents variés sur le même sujet, qui se contredisent, qui obligent donc le lecteur à faire un acte d'interprétation et à l'assumer. Autre exemple, le Deutéronome, le dernier livre de la Torah, raconte la mort de Moïse et est supposé avoir été écrit par Moïse. Et donc vous voyez bien que c'est une manière d'obliger le lecteur à se dire, bon, je ne peux pas prendre au pied de la lettre ce qu'on me raconte, il faut bien que je l'interprète. Alors, il en va de même pour le récit de l'ascension. Donc, vous savez, le Christ est ressuscité, les apôtres lui parlent et il monte au ciel. Il y a 2 récits, un à la fin du livre de l'évangile de Luc et un autre au début du livre des Actes des Apôtres, ces 2 livres ayant été écrits très vraisemblablement par la même personne. L'évangéliste Luc, qui était un médecin hellénisé. Ces 2 récits ne coïncident pas, donc je ne rentre pas dans le détail de l'exégèse de ces 2 récits. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième version, au début des Actes des Apôtres, qui est très très liée à ce dont nous parlons depuis 50 minutes maintenant. Je vous rappelle très rapidement ce récit. Les apôtres, les 11, puisque Judas, vous le savez, s'est suicidé, les 11 parlent au ressuscité et lui disent « Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le trône de David ?» Et donc en disant ça, ils font référence évidemment à une certaine lecture du messianisme politique qui a été en vigueur dans la Palestine du 1er siècle, qui était le Messie attendu, depuis David au moins, est celui qui va rétablir la monarchie. Donc le trône de David contre l'occupant romain. La Palestine est occupée par Rome à l'époque. Et donc, au fond, une partie du peuple hébreu est très agitée par l'idée de se libérer du joug romain et attend du Messie qu'il le fasse. Donc, ce Christ qui a beaucoup déçu, puisqu'il s'est quand même laissé tuer sur une croix comme un vulgaire bandit, maintenant qu'il est ressuscité, c'est maintenant qu'enfin, il va accomplir sa mission messianique. C'est ça la question qui lui est posée. Et le Christ répond une réponse très énigmatique qui est « Il ne vous appartient pas de connaître l'heure fixée par le Père dans sa souveraineté ». Donc il renvoie la souveraineté politique à, disons, une instance énigmatique qui est le Père, et il renvoie ça à l'eschatologie. On comprend que l'heure fixée par le Père dans sa souveraineté, ce sera la fin des temps, donc l'eschaton, donc la fin de l'histoire, et qui est retirée de la main des hommes définitivement, parce qu'elle est confiée à Dieu, le Père. Donc elle nous est retirée. Donc ça, c'est aussi un deuil par rapport à une tentative de maîtrise totale du cours de l'histoire, y compris de son bord, qu'est la fin des temps. Et le Christ dit, mais une force, une dynamis en grec vous sera donnée. Évidemment, dans la lecture classique qui en est faite, il fait allusion à l'Esprit, au Saint-Esprit, pour parler comme les chrétiens. Et donc il ouvre, et puis à ce moment-là, le Christ s'envole au ciel et disparaît. Et il y a 2 anges qui apparaissent et qui disent aux apôtres, mais pourquoi vous regardez le ciel? C'est sur terre que ça se passe maintenant, c'est fini, c'est pas au ciel. Alors une lecture possible, c'est de dire le Christ refuse de s'asseoir sur le trône de David, donc laisse le trône vide, le lieu du pouvoir est laissé vide par Dieu, renvoie à la fin de l'histoire dans les mains de Dieu et nous donne une force, une énergie, une dynamis pour vivre l'histoire qui nous sépare de la fin des temps. Et le fait qu'il laisse le trône, donc le lieu du pouvoir vide, peut vouloir dire que nous sommes invités à le remplir, à le construire. Alors, je traduis dans d'autres termes, dans d'autres mots. Le Christ refuse, le Christ des évangiles, et donc des actes des apôtres, refuse de nous servir d'idole en étant le lieu d'incarnation du pouvoir et du lien social, le lieu qui dirait, avec son corps, comme le corps du roi chez Kantorowicz, pourquoi nous sommes ensemble. Il laisse cette place vide, et c'est à nous de construire des figures du lien social,
des institutions qui nous disent pourquoi nous voulons vivre ensemble et comment nous allons vivre ensemble, mais dans une relativisation radicale, puisque le seul qui peut le faire de manière absolue, c'est Dieu, et qu'il a refusé de le faire. Il s'est retiré de ça. Nous serions ravis qu'il siège aujourd'hui sur le trône. Alors ça nous soulagerait beaucoup. On aurait beaucoup moins de problèmes. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes invités dans cette lecture que je vous propose des Actes des Apôtres. Nous sommes invités à nous débrouiller nous-mêmes pour bricoler des compromis politiques, toujours relatifs, jamais absolus, qui vont être ceux que l'histoire va laisser dérouler, et dans une remise où nous ne savons pas, personne de nous ne peut mettre la main sur la fin de cette histoire. On n'est pas abandonné complètement, et c'est là l'option chrétienne. La dynamisme nous est donnée, c'est l'Esprit Saint, qui est cette force mystérieuse qui nous donne l'énergie de construire ces compromis politiques, institutionnels, historiques. Une réactivation de cette thématique de l'Esprit Saint, c'est par exemple le débat implicite entre Proudhon et Marx, pour prendre des catégories, des corpus qui ne sont pas du tout les corpus auxquels on pense d'ordinaire. Chez Marx, il n'y a pas d'Esprit Saint, même si Marx, en fait, vous savez, c'est une version sécularisée de l'apocalyptique juive, en réalité. Mais il n'y a pas d'Esprit Saint. Le peuple, y compris le prolétariat, n'est pas chargé d'une mission de construction d'institutions qui seraient elles-mêmes relatives dans l'histoire. Tout son boulot, c'est d'abattre l'État et de laisser advenir une société sans État. Chez Proudhon, ce n'est pas le cas. Proudhon, au fond, est vraiment chrétien, la différence avec la tradition juive, et croit vraiment qu'il y a quelque chose comme une force, un pouvoir de créativité, une poiesis, pour parler le langage grec, dans les communautés locales, qui peuvent bricoler des institutions qui leur permettent de vivre. Voyez. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, si Henri de Lubac a fait toute une étude théologique sur Proudhon, pas sur Marx. Voyez. Mais donc cette histoire d'Esprit Saint n'est pas du tout une espèce de, je sais pas quoi, moi, de décoration sympathique, un peu sulpicienne de la spiritualité catho. C'est quelque chose de fondamental dans notre débat politique aujourd'hui. Est-ce que je crois que des communautés locales ont les ressources de créativité institutionnelle pour bricoler des compromis entre elles? Ou est-ce que je n'y crois pas du tout? Alors, une déclinaison de ce débat-là, c'est le débat interne dans l'Église catholique vis-à-vis du pape François. Le pape François est typiquement quelqu'un qui est formé à l'aune de la théologie du peuple, la Teología del Pueblo en Argentine, qui est typiquement une théologie proudhonienne de ce point de vue-là, qui croit que les communautés locales ont les ressources de créativité institutionnelle. Et en face, vous avez un certain nombre de Romains qui sont romains, donc qui sont des vrais héritiers de la construction romano-canonique, qui ne croient pas du tout, qui ont une visée en termes de public. Puisque vous voyez qu'à partir du moment où vous dites que les communautés locales ont ces ressources-là, vous êtes sur la pente qui vous emmène vers les communs. Les communs, c'est typiquement ce que ces communautés vont instituer comme ressources partagées, ressources matérielles ou immatérielles partagées. Au passage, les communs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évidemment pas que les poissons dans un étang. La question de la propriété publique, enfin la propriété ouverte sur le numérique est typiquement un problème de commun. Ça va ? Alors, autre déclinaison typique du problème de est-ce que vous croyez ou non que les communautés locales ont les ressources de créativité, la question, chez les économistes, très technique en apparence, de mesure de ce que c'est que la prospérité. Alors, rappelez-vous, par exemple, la commission Sen-Stiglitz, qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy en 2010, qui a été présidée donc par Amartya Sen, grand économiste indien, Joe Stiglitz, grand économiste américain, qui ont eu le prix Nobel tous les deux. On leur a demandé de faire un rapport sur les indicateurs alternatifs au PIB, au PIB. Vous savez que le PIB est un très mauvais indicateur. En fait, la seule chose que mesure vraiment le PIB, c'est pour ça qu'il a été construit dans les années 30, c'est l'aptitude de nos voisins à nous faire la guerre. Les comptables français et allemands des années 30 construisent le PIB pour mesurer dans quelle mesure mon voisin peut transformer ses usines en usines à armement et me faire la guerre demain matin. C'est pour ça, par exemple, que le travail des femmes à domicile n'est pas dans le PIB. Parce que ça ne permet pas de faire la guerre. Bon, je referme cette parenthèse. Sen-Stiglitz, en 2010, font un rapport sur les indicateurs alternatifs. Donc, ils font une revue de littérature de la totalité, une centaine au moins, d'indicateurs construits par qui ? Par des économistes en chambre. Il ne leur vient pas à l'idée d'aller demander aux populations concernées ce qu'elles en pensent. Et vous avez le point de vue complètement alternatif d'une très belle institution comme ATD Quart Monde, qui, elle, fait exactement le contraire. Elle tend le micro vers les populations, par exemple, quart-mondisées, et leur demande, pour vous, la dignité, c'est quoi ? Pour vous, la prospérité, c'est quoi ?
et des économistes qui ont, dans cet état d'esprit-là, essayé de co-construire avec des populations locales des indicateurs de prospérité, c'est Jean Gadret et Florence Génicatrice à Lille, qui ont réuni des citoyens, comme vous et moi, dans une salle, qui leur ont expliqué en gros un PIB, comment ça marche, l'IDH, donc l'indicateur de développement humain, comment ça marche, voilà, quels sont les problèmes méthodologiques de base qu'on rencontre quand on construit un indicateur, et qui ensuite ont fait plancher tout le monde. Et ça fait des choses au moins aussi intéressantes que la commission, enfin, le rapport Sen-Stiglitz. Mais vous voyez, dans ces deux visions du monde-là, et dans ces deux, disons, débats méthodologiques apparemment très techno, en réalité, il y a un problème philosophique de fond. Est-ce que je crois que la communauté locale, qui m'intéresse, par laquelle je suis concerné, a les ressources en elle-même pour construire des compromis institutionnels au terme desquels elle va pouvoir elle-même dire ce que c'est que son projet, puisqu'en fait, il y a un projet politique qui est caché derrière. Et comment je vais l'évaluer, mais pas au sens des bureaucrates de Washington. Comment est-ce que je vais me dire, on va se dire ensemble qu'on est d'accord ou non avec la réalisation du projet dans les années qui viennent. Et donc aussi, forcément, confère ce que je disais sur Elinor Ostrom, comment est-ce qu'on va instituer la possibilité de gérer un conflit sur ce qui va se passer, où on ne sera pas d'accord sur la mise en œuvre du projet. Vous voyez ? Voilà, et c'est pour ça que la question de l'Esprit Saint est fondamentale. Alors, un autre exemple, c'est Marcel Gauchet, que certainement plusieurs d'entre vous ont en tête depuis que je parle, qui a écrit ce livre absolument magnifique, Le Désenchantement, dont la thèse, à mon avis, est très forte et assez juste, qui est le christianisme, c'est la religion de sortie de la religion. Alors, je ne vais pas rediscuter complètement la thèse de Marcel Gauchet, mais au fond, on pourrait la traduire dans les catégories que j'expose, qui est en réalité par rapport au projet romano-canonique du droit romain réinterprété par les théologiens grégoriens, qui est d'institution du public. Projet dont la dérive terrible, et c'est pas pour dire évidemment que les théologiens du XIIe sont totalitaires, mais dont une des figures terribles, c'est le totalitarisme au XXe siècle. Par rapport à ce projet-là, Marcel Gauchet nous dit que le christianisme en réalité veut sortir de ça. Alors il faut tout de suite dire, il a été en même temps extrêmement complice de ça. Lorsque l'Église, au IVe siècle, avec quel siècle des grands conciles, rédige des formules dogmatiques sur, par exemple, le Christ, une seule personne avec deux natures, etc., tous ces débats énormes, le concile de Chalcédoine, de Nicée, Constantinople, etc., en fait, il est piégé, à mon avis, l'Église, à ce moment-là, est piégée par la tentative d'écrire un droit de même statut que le droit romain, sur des vérités théologiques. Voyez. Et le droit canonique sera la réécriture du droit lui-même. Bon, donc, d'une certaine manière, c'est l'Église qui a transféré la religion civile romaine transcrite dans le droit romain en un droit canonique, que le pape d'ailleurs a essayé d'instaurer un peu d'une manière analogue à ce que fait la Commission européenne aujourd'hui. Donc le pape, lorsqu'il défait un empereur, il prétend ne pas régner à la place de l'empereur, mais il prétend qu'il y a des règles de droit qu'il connaît, dont il est le seul interprète légitime, qui lui permettent de destituer un empereur. C'est ça le grand débat du pape entre la papauté et l'Empire, et puis le Royaume de France, et puis évidemment la couronne d'Angleterre. Et aujourd'hui, ce que vous voyez en Grèce, c'est exactement ça. La Commission européenne s'estime autorisée, c'est la Troïka, mais peu importe, à défaire un gouvernement légitime, démocratiquement élu en Grèce, au nom du fait qu'il ne vérifie pas la manière dont elle interprète les règles qui ont été fixées dans la communauté européenne. Même chose au passage pour Silvio Berlusconi. Vous pouvez vous demander pourquoi Silvio Berlusconi a quitté le pouvoir alors qu'il avait été démocratiquement élu. Alors, il a été poussé à la porte, vers la porte de la sortie par le président d'Italie. Mais pourquoi le président d'Italie l'a-t-il mis à la porte, alors qu'il était parfaitement démocratiquement élu? Et on l'a remplacé par il professore Mario Monti, qui n'avait aucune légitimité démocratique, d'ailleurs dès qu'il est arrivé devant les électeurs a eu 8% des voix, donc il a été éjecté et sorti de l'histoire. Mais vous pouvez vous poser la même question. Et d'une certaine manière, on pourrait faire une analogie. La construction européenne, une dérive de la construction européenne, c'est de restituer la tentative folle de la part d'une certaine papauté de régner sans gouverner par un droit public dont je détiens seul les clés d'interprétation. Et donc il doit s'imposer à tous sans conflit d'interprétation, parce que je sais comment on doit l'interpréter. Vous voyez ? Et au passage, d'ailleurs, c'est peut-être pas un pur hasard si un certain nombre des constructeurs de l'Union européenne étaient des chrétiens. Et si un certain nombre de constructeurs français, d'ailleurs, de la grande tentative de construction d'une architecture néolibérale
de droit international dans les années 90 étaient tous des Français et tous des chrétiens. Michel Camdessus, Jacques Delors, Pascal Lamy, etc. Il y a un très beau livre que je vous recommande là-dessus de Raoui Abdelal, qui est un prof de sciences politiques à Harvard, qui s'appelle Capital Rules, qui n'a pas encore été traduit en français, les règles du capital, où Abdelal défend la thèse historique que, en fait, les grands concepteurs du néolibéralisme international, ce n'est pas les Américains du tout. Washington et Wall Street ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'est en train de faire Trump maintenant, c'est-à-dire négocier des accords bilatéraux dans un rapport de force extrêmement violent où on fait prévaloir les intérêts de l'Amérique. L'idée que le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE seraient les arbitres d'un droit international construit sur la mobilité du capital, ça c'est une idée française. Et c'est une idée chrétienne au sens des errements de l'Église par rapport à l'évangile que je vous propose, construit autour des communs. Puisqu'évidemment, vous avez tous en tête, je n'ai pas le temps de décrire ça, mais dans les Actes des Apôtres, juste après ce récit de l'Ascension, vous avez une description que vous connaissez tous de la communauté primitive où il est dit « ils mettaient tout en commun », qui a évidemment inspiré des tas d'expériences, à commencer par la vie religieuse monastique, mais aussi les réductions jésuites au Paraguay et un certain nombre d'ailleurs de révolutionnaires et de socialistes au XIXe siècle qui se sont réclamés des Actes des Apôtres pour tout mettre en commun. Voilà. Alors, il me reste 5 minutes, parce qu'on avait commencé à 10. Évidemment, je n'ai pas dit le tiers de ce que je voulais vous raconter, mais voilà, peut-être juste encore un mot très rapidement, et après on va pouvoir discuter, autour de la question, donc je reviens un tout petit peu sur la question du lien, disons la thèse de Polanyi, la privatisation des ressources naturelles, du travail et de la monnaie, c'est la catastrophe. En fait, on pourrait dire qu'il y a un lien très très profond entre la monnaie et le public et le privé. Si j'en crois en tout cas les écrits de David Graeber, au fond, les premières monnaies s'instituent en Mésopotamie, 2e, 3e millénaire avant notre ère, autour des grandes cités-États, Sumer, Assir, Babylone. Et en fait, elle fonctionne parce que, donc la monnaie, vous savez bien qu'il faut un acte de confiance pour qu'il y ait de la monnaie. Pourquoi est-ce que vous acceptez d'être payé dans quelque chose qui ne vous nourrit pas ? Parce que vous croyez au pouvoir libératoire de cette monnaie, donc vous croyez que quelqu'un d'autre va aussi faire confiance et va accepter de vous donner une pizza parce que vous lui donnerez un bout de papier. Donc au fond, les monnaies s'instituent dans des cités-États parce que l'État a besoin de pouvoir nourrir ses soldats qui font la guerre, mais donc qui assurent aussi, on pourrait dire, un bien public, il faudrait discuter, qui est la sécurité des citoyens. Ces soldats payés par l'État, donc c'est des fonctionnaires, vont dépenser leur monnaie en activité honnête avec les marchands de la ville. Ces marchands vont accepter cette monnaie parce qu'elle leur permettra de payer des impôts. Donc vous avez un cercle qui tourne. Et donc ça veut dire que l'émission monétaire est inséparable de l'institution d'un État. Donc elle est inséparable d'une institution publique. En même temps, ce que montre Graeber très bien, c'est que les pauvres, les nomades pauvres, qui vivent à la frontière, à l'orée des villes, et qui aimeraient bien avoir la richesse de ces villes, mais qui n'ont pas cette richesse-là, contractent des dettes pour pouvoir glaner un tout petit peu de cette prospérité, et très régulièrement se retrouvent incapables de payer leurs dettes. Et quand ils ne peuvent pas payer leurs dettes, à l'époque, ils vendent leurs filles ou leurs femmes, qui deviennent esclaves ou prostituées dans la ville. D'où cette lamentation que vous entendez dans la Bible, et que vous entendez même dans le livre de l'Apocalypse, donc tout à la fin de la Bible, sur Babylone la prostituée. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi Babylone est-elle une prostituée ? Mais parce que ma fille est à Babylone, prostituée dans Babylone. Et si d'ailleurs vous écoutez un tout petit peu les déclarations publiques de Boko Haram, c'est exactement ça. Boko Haram, au moment où vous avez eu le rapt des jeunes filles nigérianes, il y a eu une déclaration de Boko Haram, je n'ai pas l'expression verbatim en tête, mais c'était très impressionnant. Boko Haram disait « Ce que vous avez fait à nos filles, nous allons le faire aux vôtres ». Donc en fait, je pense qu'ils ne le savent pas du tout, mais ils reprennent un vieux poncif de la littérature qui s'origine en fait en Mésopotamie, qui est les pauvres qui ont des dettes, leurs filles sont prostituées dans la ville chez les riches, décadents. D'où, pour un certain nombre d'anthropologues de la Mésopotamie, Gerda Lerner, etc., d'autres, d'où la construction d'une culture machiste chez les patriarches, le père de famille,
qui veut montrer que lui, il a toujours honoré ses dettes et que sa femme n'a jamais été prostituée. D'où l'institution du voile au 2e millénaire avant notre ère, bien avant l'islam. Le voile n'a rien à voir avec l'islam. Pour les femmes dignes qui n'ont jamais été esclaves. La femme qui ne porte pas de voile, c'est la femme dont la tête est nue et qui donc est, entre guillemets, sur le marché. La femme qui est voilée, c'est celle qui est digne, son mari a payé ses dettes et elle n'a jamais été prostituée. Vous voyez ? Cette culture machiste-là, qu'on retrouve évidemment chez les patriarches dans la Bible, Abraham, si vous lisez le cycle d'Abraham, ce pauvre garçon, ce qu'il doit apprendre, c'est honorer sa femme, fondamentalement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Je traverse tout ça au pas de course pour vous dire, vous voyez, il y a un lien intrinsèque très fort entre la privatisation, et là, par exemple, la privatisation du corps des femmes, typiquement, la dette, la monnaie et l'État, le public, qui rend tout ceci possible. Donc, si vous voulez, on en discutera plus abondamment, mais finalement, on pourrait dire, en réalité, il y a une collusion implicite très forte entre le privé et le public. Le privé ne peut jamais se passer du public. On a besoin, par exemple, du public pour faire honorer les contrats privés. Donc la vraie dispute, elle n'est pas du tout entre le privé et le public, comme le croient les économistes à la Samuelson. Elle est entre l'alliance privé-public, qui rend possible la monnaie, la dette et l'esclavage, et les communs. Et au passage, d'ailleurs, pour que vous ayez une dette, que vous soyez contraint de la rembourser, il vous faut de la monnaie. Dans des sociétés sans monnaie, tout le monde a des dettes, mais on n'est pas du tout obligé de les rembourser aujourd'hui. Donc je sais très bien que mon voisin me doit un âne, mais il me remboursera plus tard. C'est pas du tout. C'est à partir du moment où vous avez de la monnaie, que vous pouvez faire des transactions avec des personnes que vous ne connaissez pas, avec lesquelles vous n'êtes pas relié dans une relation interpersonnelle, que vous pouvez exiger que la dette soit remboursée jeudi 14 février. Et si le lascar ne peut pas rembourser jeudi 14 février, vous lui prenez sa femme. Pour que vous puissiez lui prendre sa femme, ça suppose qu'il est propriétaire de sa femme. Et donc la propriété privée est intrinsèquement liée à la dette et donc à la monnaie. Vous voyez ? C'est exactement ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, où les ménages pauvres américains, qui s'étaient endettés pour acheter leur maison à Cleveland, ont cédé leur maison parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs dettes. Donc les banques ont récupéré ces maisons aujourd'hui sont complètement délabrées, le marché immobilier s'est effondré, etc. Vous connaissez toute cette histoire par cœur. Et vous voyez bien que à partir du moment où vous suspendez la propriété privée, vous rendez impossible l'économie de la dette en ce sens-là. Autre exemple, et je vais m'arrêter là vraiment, pensez à la pièce de théâtre de Shakespeare, Le Marchand de Venise. Pour ceux qui la connaissent, c'est l'histoire d'un marchand qui est amoureux, qui veut se marier, mais il veut évidemment offrir, alors peut-être, je ne sais plus s'il doit payer la dot, mais ça j'ai un peu oublié, mais en tout cas il veut offrir des festivités à sa belle, et pour ça il a besoin d'argent. Et il va chez un banquier vénitien, Shylock, il lui emprunte de l'argent. Et Shylock lui dit, mais il me faut un collatéral, donc il me faut une garantie. Et cette garantie, ça va être 1 livre de ta chair, de ton corps. Jamais il est question du taux d'intérêt. Le débat sur le taux d'intérêt n'est pas le vrai débat. Vous savez, sur lequel l'Église catholique s'est beaucoup fixée. Est-ce qu'il y a un taux usuraire, etc. Ce n'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est le collatéral. C'est quelle est la garantie pour le prêteur si jamais l'emprunteur ne peut pas rembourser. Et là, le collatéral, c'est le corps de l'emprunteur. Vous voyez ? Au fond, on n'est pas très loin de chez Kafka. Hein. La punition va s'inscrire dans son corps. Si vous pensez à... Bon. Et évidemment, à la fin de la pièce, le brave Vénitien, bien sûr, toutes ces entreprises maritimes échouent, il perd l'argent, il ne peut pas rembourser. Et donc, il arrive en procès. Et c'est là que, Shakespeare est génial. Hein. C'est sa future belle qui est la juge, masquée, et qui, évidemment, va prononcer une sentence d'exception pour lui en disant « On n'a pas le droit de faire couler le sang, c'est-à-dire la vie, pour rembourser une dette. Donc, comme vous ne pouvez pas prélever un livre de la chair d'Antonio, il s'appelle Antonio, sans faire couler son sang, vous ne pouvez pas exécuter la sentence. Et donc le collatéral ne peut pas être prélevé. Bon, ça c'est la pièce de théâtre, mais c'est pour vous dire, vous voyez, Shakespeare, il est très conscient du fait que l'affaire essentielle dans la dette, c'est le collatéral. Et ce collatéral n'est pas pensable s'il n'y a pas une propriété privée, de sorte que le débiteur est responsable et qu'on peut lui prélever ça. Vous voyez ? En ce sens-là, je ne suis pas du tout d'accord avec la lecture de René Girard du Marchand de Venise, où René Girard s'imagine que Shakespeare est très favorable au banquier Shylock et veut faire l'apologie de la dette et des banquiers. Je pense que c'est un égarement total. C'est ma lecture en tout cas. Voilà. Et donc vous voyez que si on se dit ce qu'il faut, c'est organiser une société autour de communs, et donc par exemple mettre en suspens la propriété privée, et par exemple déconnecter les 3 piliers
usus fructus abusus, dont nous héritons du monument romano-canonique, pour privilégier l'usus, hein, l'usage. Donc l'étang, en fait, on le met en commun, on le met en partage, on se donne des règles d'exploitation de l'étang, des méta-règles pour le cas où on ne serait pas d'accord sur les premières règles, sur la manière dont on va prélever le poisson. Ça veut dire que chacun devient un usager de l'étang, plus personne n'en est le propriétaire privé. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous relâchez la possibilité d'une dette qui vous tuera demain matin si vous n'êtes pas capable de la rembourser, parce qu'on vous saisira ce dont vous êtes supposé être le propriétaire privé. Ceux qui avaient très bien compris ça, ce sont les franciscains au XIVe, XVe siècle, dont vous connaissez ce grand débat des franciscains nominalistes, hein, pas seulement Guillaume d'Occam, Michel de Cézanne et d'autres, qui ont décrété qu'ils n'étaient plus les propriétaires de leur couvent. Et qui ont dit, non, le vrai propriétaire de nos couvents, c'est Dieu. Nous, on est juste des usagers. Alors, comme il faut quand même un représentant de Dieu sur terre, ils ont demandé que ce soit le pape à Rome qui soit le propriétaire de leur couvent. Les théologiens pontificaux, qui étaient intelligents, ont bien compris que ça, c'était la bombe par rapport à la propriété privée. Et comme l'Église, à ce moment-là, de mon point de vue, est complètement empêtrée dans le débat privé-public, et donc est l'allié de cette collusion forte entre le privé et le public, au lieu de se faire l'héritière des communs des actes des apôtres, les théologiens pontificaux disent non, c'est vous les propriétaires de vos couvents et vous en êtes implicitement les propriétaires privés. Vous voyez ? En réalité, c'est les franciscains qui avaient tout compris. Nous sommes les usagers d'un monde qui nous est confié en commun. Voilà, je m'arrête ici.